Oui, je passe la parole à François pour le salut aux partants. Ouais. Bon, c'est pas simplement une formalité. C'est pas simplement aussi une tradition. C'est un moment, de mon point de vue, qui doit montrer la solidarité, la fraternité, et c'est ce qui a motivé les mandats, les différents mandats dont j'ai assuré la première responsabilité. On n'est pas toujours d'accord, on a des coups de gueule, parce qu'il faut être honnête, tout n'est pas si simple. Mais donc ce moment, pour moi, est important et je ne pensais pas, et je ne l'ai jamais fait. Je ne pensais pas avoir à le faire, mais j'ai décidé, parce qu'il y a un moment où il faut décider, que c'était à moi à le faire, parce qu'on tourne une page importante de l'Union confédérale des retraités. Donc, chers eux et chers camarades, c'est un joli mot, camarade, chantait Ferrat. Ce moment est venu pour rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui quittent aujourd'hui leur responsabilité de dirigeants de l'Union confédérale des retraités CGT. Cet exercice, je le disais, mais pas commun. Comment être sérieux dans l'exercice, tout en y mettant une touche personnelle. Certains et certaines vont considérer qu'ils ne méritent pas d'éloges particulières, qu'ils n'ont accompli qu'une tâche ordinaire, qu'ils sont une militante ou un militant parmi d'autres. Eh bien non, mes camarades. Les camarades que je vais citer ont été plus que cela. Ils ont été des dirigeants avec chacune et chacun des parcours particuliers. Les hommes et les femmes qui vont nous quitter nous laissent une organisation en ordre de marche. Soyons fiers de ce qu'ils ont et elles, ils ont fait pour le syndicalisme, pour la CGT, pour les salariés, pour les retraités. Toutes et tous ont été dévoués. Ils et elles n'ont pas compté leurs heures, sacrifiant parfois la vie familiale pour l'organisation. À titre personnel, je les remercie d'avoir fait partie des 2 équipes que j'ai dirigées. Certains étaient déjà là avant mon arrivée à l'UCR en 2010. Certaines et certains m'auront marqué par leur charisme, leur expérience, leur humour, voire leur coup de gueule. Mais elles, ils m'ont beaucoup appris. Ils resteront à jamais mes camarades, mes amis. Qu'ils sachent que mon bureau, voire ma maison, leur sera toujours ouverte. Le dernier mandat nous aura permis de réaliser un certain nombre d'initiatives qui resteront comme des marqueurs de l'activité de l'UCR. La manif unitaire du 3 juin à Paris, l'initiative LSR-UCR à l'île de Ré, le 51e congrès confédéral à Marseille, pour ne citer que les plus marquants. La dernière commission exécutive comptait 52 membres, dont 2 camarades cooptés en cours de mandat et une CFC de 5 membres. Une camarade nous a quittés au cours du mandat. Il s'agit de Clotilde Pro de l'USR Haute-Saône. Nous avons salué sa mémoire au début du congrès. Il nous vient des organismes sociaux, toujours soucieux de donner la bonne information. A failli finir garde-malade fin 2016, début 2017, toujours souriant et chaleureux. Il laissera de son passage à l'UCR cette joie de vivre. Je veux parler de M. Jacques Bougoin. Il est par là. Où il est, Jacques? Tu viens là? Viens là. J'appelle les camarades à venir parce que faut pas qu'ils restent anonymes. La lumière doit être faite, certes, sur les futurs dirigeants, mais aussi sur ceux qui passent la main aujourd'hui. Alors lui aussi, il connaît bien la sécurité sociale. Il a été membre du bureau confédéral. Aujourd'hui, il réside en Ardèche. Je sais que l'on pourra faire appel à lui en cas de besoin. Il n'est pas présent pour différentes raisons familiales. Il s'agit de Daniel Prada.
Il pourrait être niçois. Ces connaissances nous ont été très utiles lors de l'enquête Vie Nouvelle UCR et le dépouillement, parce que ce n'était pas simple, donc du fameux questionnaire. Il est très discret. Il n'en demeure pas moins efficace. Il s'agit de M. Yves Delatte de l'UFR Construction. Alors, bois et ameublement, c'est ça? Je crois que c'est ça. Tu viens... Yves, t'es où? Il arrive? Ah, t'as pas les rotules en plastique, toi? Bon, c'est bon. Alors, une Parisienne, tout feu, tout flamme, très assidue à nos réunions. Elle n'a pas souhaité repartir pour un autre mandat. Elle est de l'UFR Service Public. Il s'agit de Madame Anita Domar. Elle est par là, Anita. Elle est où, Anita? Elle arrive. Voilà. Alors elle, stéphanoise de cœur, elle a milité au milieu d'une majorité d'hommes. Engagée dans le mouvement syndical, elle est aussi élue politique, aujourd'hui d'opposition à la mairie de Saint-Étienne. Elle a quelques responsabilités à l'UGFF. Il s'agit de Madame Marie-Hélène Thomas de l'UFR Équipement. Marie-Hélène, elle est encore là, non? Elle est partie? Ah, elle arrive. Putain, mais c'est vrai que la lumière, ça tape, hein? Ça va. Bon, elle arrive. Elle est secrétaire générale de l'UFR Chimie. Elle ne vient pas du caoutchouc, du pétrole. Elle est aussi une femme de caractère, mais je peux vous l'affirmer, avec un cœur gros comme ça. Toujours un petit mot fraternel lorsque la situation le nécessite. Il s'agit de Madame Claude Gillet-Collard. Alors certains vont se demander pourquoi je dis monsieur et madame. Parce que je pense que c'est des grands monsieur et des grandes dames. Elle est aussi parisienne. Elle a exercé plusieurs responsabilités dans son UFR, de la FAP à son USR de Paris, toujours prête à rendre service à l'organisation comme à son entourage. Il s'agit de Madame Jacqueline Lapoumellerie. Cette femme-là est toujours active, mais pas professionnellement, vous en doutez bien. Elle a exercé aussi de nombreuses responsabilités à l'UFR FAP. Elle est à la tête de l'USR des Hauts-de-Seine. Il s'agit de Madame Danielle Ledoux. Elle est là. Ah ouais, elle est là. Encore une femme, vous me direz. Bah oui, vu les nombreux départs qu'on avait. Celle-là, elle est auvergnate, du pays de Vauquier. Vous ne trompez pas, elle ne s'est pas trompée, elle, de syndicat. Pourtant, l'éducation, il s'agit de Madame Odile Morel. Lui, il est cheminot. Il a pris la tête de l'une des plus grosses USR, l'USR de Loire-Atlantique. Il s'agit de Michel Paco, dont hier on a pu vérifier les talents de danseur. Encore un cheminot. Lui, il aime la lecture, toujours pertinent dans son argumentation, et j'ai pu le vérifier, respectueux des décisions prises, très impliqué dans la promotion de Vie Nouvelle au sein de son UFR, mais il a d'autres responsabilités. Il faisait partie de la CFC. Il s'agit de M. Michel Renaud de l'UFR Cheminot. Ne vous inquiétez pas, mes camarades, même si j'ai sauté quelques camarades pour l'ordre alphabétique, j'ai oublié personne. J'en viens maintenant à ceux et à celles qui quittent le Bureau national ou qui ont été au Bureau national au mandat précédent, mais qui restent
qui était resté membre de la commission exécutive. Je vais commencer par celle que j'ai remplacée au poste de secrétaire général en 2011. Je veux citer Madame Françoise Wagner. Françoise, je l'ai connue à la CE confédérale. J'étais alors, pas très jeune, mais quand même relativement jeune, secrétaire général de l'Union départementale du Puy-de-Dôme. Grâce à elle, j'ai appris ce que c'était le syndicalisme retraité. Françoise a eu un parcours syndical très fourni, avec de multiples responsabilités. Je vais en rappeler quelques-unes, vous verrez, elles sont d'importance. En 1982, elle crée son syndicat dans une entreprise de nettoyage. En 1996, secrétaire générale de l'UD de l'Essonne, elle est élue à la commission exécutive confédérale. En 2003, elle est élue secrétaire générale de l'Union confédérale des retraités CGT. En 2004, elle devient conseillère au Conseil économique et social et environnemental. En 2004, toujours, elle représente l'UCR à la FERPA. En 2012, sur proposition y compris de la CGT, elle devient présidente du comité des femmes de la FERPA. En 2016, elle représente l'ensemble des organisations françaises à la CES pour négocier l'accord européen sur le vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle. Aujourd'hui, une page de notre histoire commune va se refermer, mais je sais qu'elle sera certainement sollicitée pour des aides ponctuelles. Merci Françoise pour tout, au nom des syndiqués CGT retraités. Encore une Françoise. Elle a été ma coopérante confédérale. C'est là que j'ai appris à la connaître. Avec sa taille, son verbe haut, elle impressionne au début. Mais là aussi, grâce à elle et quelques camarades, dont François Dutheil, j'ai appris à connaître la maison confédérale. Aujourd'hui, Françoise a pris des responsabilités municipales à Avignon, qui, je le sais, l'occupe pas mal. Elle dirige toujours l'USR du Vaucluse. Sa plus grande fierté, ses deux enfants, Nicolas et Gaël, ainsi que son petit-fils. Je veux parler de Françoise Dichia. Alors là, on va arriver, vous allez voir, ça, avec elle, pas de contrebande. Elle nous vient des douanes. Elle a une particularité dont nous pouvons être fiers. Elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur en juin 1994, médaille remise par Georges Chegui, écoutez bien, pour avoir été la première secrétaire générale du syndicat national des douanes en 1984. Elle s'est reconnue. J'ai oublié, elle est entrée, là aussi, à 18 ans, le 1er septembre 1964, au bureau des douanes de Paris, La Chapelle, et elle a adhéré à la CGT le 1er octobre 1964, le temps, dit-elle, de trouver le délégué syndical CGT. Je salue Hélène Salon. Alors elle, vous l'avez vu, y compris à cette tribune, elle fait partie de celles qui avaient rehaussé la hauteur. Elle a commencé à travailler en 1962, à l'âge de 18 ans, après avoir obtenu le CAP de sténodactylo dans une compagnie d'assurance nommée la Nationale IAR. Elle a fait toute sa carrière dans cette entreprise, qui est devenue par la suite Legan, puis Groupama. Elle a adhéré en 1969 à la CGT, s'est présentée aux élections de délégués du personnel pour la première fois en 1973. Et depuis, pendant sa période d'activité,
Elle n'a cessé d'avoir des responsabilités dans les IRP. Dès 1974, elle a pris des responsabilités au bureau du syndicat national du GAN. Ensuite, ses camarades l'ont présentée à la CE de sa fédération des employés à l'époque. Puis la fédération Banque et Assurance. Elle a continué à militer au niveau de la fédération Banque et Assurance en tant que secrétaire de la fédération pendant plusieurs années, et ce jusqu'à son départ à la retraite. Elle a pris l'initiative de créer une section syndicale retraitée du GAN, Henri Chevet, qui était en 2004 le dirigeant de l'UFR Banque et Assurance, n'a pas manqué donc de la contacter et lui a proposé une cooptation au sein de la CE de l'UFR, dont elle a pris la responsabilité de secrétaire général au départ d'Henri. Responsabilité qu'elle a quittée en mai 2016 et, entre-temps, en 2010, elle a été élue à la CE du CR et en 2014, je lui ai proposé de prendre une responsabilité au bureau. Selon ses dires, elle a appris la tolérance, la fraternité, la solidarité et plein d'autres choses qui l'ont fait grandir, certes pas physiquement, puisqu'elle mesure toujours 1,50 m depuis ses 14 ans. Je veux parler du Guet-Bron, bien sûr. Alors, là, on touche... Géo trouve tout, hein, ça s'appelle, ou ça pourrait s'appeler, comme je l'appelle moi, MacGyver. L'homme qui bricole en permanence. Utile et très utile pour préparer le matériel, la sono pour les manifs. Il est né dans l'Aisne, au pays de Clovis. Tout un programme. Il apprend le métier de mouleur-noyauteur au CET. Quel bon temps, ça. En 1965. Il passe son CAP en juin 1968. Son parcours syndical débutera à Courbevoie, dans une fonderie. Un mois après son embauche, 3 semaines de grève pour 25 centimes d'augmentation et la création d'un syndicat avec 450 syndiqués sur 500 salariés. Il deviendra délégué du personnel, puis délégué syndical. Une dizaine d'années passées à l'Union locale de Courbevoie, puis secrétaire général de cette même UL en 1973. Il s'engage en politique avec le Parti communiste français. Après la fermeture de son entreprise, il est sollicité par l'USTM en 1981, 88 c'est l'UD, CGT du 92, qui lui propose d'être au bureau. Et il devient secrétaire de l'UL de Colombes et de la Bourse de Travail, ceci jusqu'en 2002. Après un an de chômage, il accède grâce à une VAE à 50 ans à l'Université de Nanterre et réussit une licence de gestion dans l'économie sociale. Après une recherche d'emploi, c'est l'Union confédérale des retraités et Vie Nouvelle qui l'embauche en 2005 comme directeur de Vie Nouvelle, du moins du magazine, vous avez tous compris. Depuis 2011, il est en retraite. Après 3 mandats à l'UCR, il est le représentant de l'UCR et de Vie Nouvelle au syndicat de la presse sociale et à l'Avenir social, mandats qui sont toujours en cours. Il milite à l'USR 92 dans son collectif de retraités donc de CGT Colombes-Bois-Colombes. Vous avez tous reconnu, je pense, Michel Sénépard. Michel. En charge des questions des femmes retraitées et de femmes mixité. Elle est issue d'une famille de 6 enfants. Dernière de cette famille, elle a très tôt perdu son père, élevée sur des valeurs de courage et de solidarité. Elle travaille un moment dans l'action sociale et s'engage très tôt à la CGT en Meurthe-et-Moselle. Convaincue du juste combat des femmes pour la reconnaissance de leurs valeurs, elle s'est fait une place dans un milieu d'hommes sans jamais rien demander. Elle a été à mes côtés pendant ce mandat, portant de bons conseils. Avec elle, j'ai découvert une militante humble, efficace. Il s'agit de Gilka Georges. Surgère
l'a vu naître le 24 février 1947. Il y habite toujours, troisième d'une famille de 8 garçons, chéri par une mère au foyer très attentionnée, selon ses dires, un père qui travaillait d'arrache-pied pour faire vivre les siens, et selon ses dires, rien ne manquait dans l'assiette tous les jours. Donc, ça l'a marqué, et vous verrez, quand vous le reconnaîtrez, vous aurez compris de qui il s'agit. Après 3 années au lycée de mécanique agricole et son CAP dans la poche à 17 ans, il embauche chez un gros maquignon, plein de poignons. Dans cette petite entreprise, il passe beaucoup de temps à réparer la chaudière qui se trouve à la cave. Et il aime les caves. Mais cette cave, dont les fenêtres donnent sur la cour, est idéale pour sortir de bonnes bouteilles millésimées, dégustées par trop de monde et dont les langues chargées se sont déliées. Et il est menacé de licenciement. Il pratique le rugby amateur, d'ailleurs il aime toujours le rugby, je peux l'affirmer, et rencontre à cette occasion les dirigeants de ce noble art, et avec un peu de piston, ça lui permet d'être embauché 15 jours plus tard à la société de construction mécanique, où un cousin, délégué syndical, qui milite contre la guerre d'Algérie, donc lui donne la vie ouvrière. C'est là qu'il tombe sur un article sur le rugby et bingo, il s'abonne au journal de la CGT. Embauché le 20 décembre 1965, il se syndique le 1er janvier 1966. C'est donc grâce à un détournement de bouteilles qu'il a rencontré la CGT. Tout compte fait, son ex-patron n'était pas un mauvais bougre. Arrive 1968. Toujours avec les rugbyman, il met un peu d'ambiance dans l'entreprise, pas forcément sur le revendicatif, vous vous doutez. Mais il sort de ce mai 68 convaincu de la place du syndicat, de son rôle et du besoin de militants. Tout va alors s'enchaîner rapidement pour lui. D'abord délégué du personnel suppléant, puis titulaire d'EP et ensuite CE. Délégué syndical pour devenir secrétaire général du syndicat en 1970. Durant ce mandat, il rencontre des dirigeants de la CGT et du Parti communiste français, auquel il adhère en 1973. Il est élu adjoint au maire de Sugères en 1977. En 1978, il devient permanent de l'Union départementale de Charente-Maritime, dont il endosse la responsabilité de secrétaire général en 1990. En 1995, il rentre à la CE confédérale. Il va défricher le contenu d'une activité syndicale de territoire. En 1996, il devient secrétaire régional de Poitou-Charentes. Il termine son activité syndicale d'actifs comme collaborateur de la Confédération, responsable de l'activité en direction des comités régionaux. Il fait partie de ses camarades qui militent pour un renouveau dans la CGT. À l'époque, ses positions ne lui font pas que des amis dans l'organisation. En 2007, l'heure de la retraite sonne. Sollicité par Françoise Wagner, secrétaire générale d'alors de l'UCR, il est élu au congrès de Dijon. Vous voyez, la cave, Dijon. Et il faut le faire quand même. Donc, il est élu à Dijon. J'ai perdu la feuille. Ils ne font pas des amis. Donc, il met bien sûr son expérience sur l'activité en territoire au service du syndicalisme retraité. Et il fait partie de ces dirigeants qui m'ont marqué à mon arrivée au comité confédéral national en 2000. Il forme, de mon point de vue, un trio infernal avec 2 camarades qui s'appellent Richard Vaillant et Bernard Miot, 3 régionaux de l'époque qui aiment et qui ont fait apprécier et qui m'ont fait apprécier la bonne chère. Et pas celle de la cantine CGT, les 100 000 fourchettes. Vous l'avez tous reconnu, je viens de présenter Jean-Pierre Grenon. Elle est née à Correlin, dans l'Isère, le 19 janvier 1947.
5e d'une famille, là encore, agricole, de 8 enfants. Vous voyez, c'est des grosses familles. Hein. À 14 ans, certificat d'études en poche, elle part travailler à l'usine. 6 mois plus tard, elle est licenciée. Première crise du textile dans cette région, fortement marquée par cette industrie. Elle est ensuite piqueuse dans une entreprise de fabrication de chaussures. Découvre le mouvement syndical en 1968 et participe à l'occupation de l'usine. En 1969, elle entre chez Playtex, fabricant de lingerie, le fameux, vous savez, cœur croisé. Ah ouais, ça m'a marqué, hein, la pub à la télé, excusez, je vous dis moi. Donc, boîte américaine qui emploie 20 000 salariés dans le monde, 1200 en France, dont 700 à l'usine de la Tour du Pin, dont elle fait partie, bien sûr, des 400 piqueuses, pour l'essentiel de très jeunes femmes. Boîte américaine, je disais, donc méthode américaine, pas de syndicat. Playtex est ce qu'on appelle une usine aveugle. Pas de fenêtre, travail au rendement, parcellisé, mauvaises conditions de travail, suivi des gestes des ouvrières, à l'époque déjà par caméra, et licenciement si le taux de rendement n'est pas atteint. Trop, c'est trop. Un syndicat CGT se constitue, écoutez bien, clandestinement, avec l'aide de l'UL, l'UD et des militants du Parti communiste. Elle est désignée déléguée syndicale à 27 ans, donc elle est la plus âgée de l'équipe. Hein. Vous voyez, c'était des femmes relativement jeunes. La direction ne tolère pas l'existence du syndicat et porte l'affaire en justice. La réponse des salariés ne se fait pas attendre. 300 d'entre elles se syndiquent et la CGT remporte les élections. La direction va jusqu'à mettre au tribunal le journal Antoinette, que certaines et certains d'entre vous ont connu, qui dénonce dans un article les conditions de travail de ces ouvrières du textile. Grâce au combat des ouvrières avec la CGT, les conditions de travail s'améliorent, plus d'usines aveugles et un 13e mois. En 1982, à Lille, se tient le Congrès confédéral. Pierre Mauroy, Premier ministre, annonce le blocage des salaires. Les Playtex bloquent la production tout de suite. Une victoire face à ce géant américain. Il existe encore aujourd'hui une très grande fraternité entre toutes ces femmes qui ont vécu ces moments de lutte intensive. Forte de cette expérience acquise, elle est élue en 1976 à la CE de l'UD de l'Isère, 1978 à la CE fédérale de l'habillement, 1982 elle devient secrétaire générale de l'UL de la Tour du Pin, en 1983 secrétaire de la Fédération de l'habillement, 1985 secrétaire de la Fédération THC, textile, habillement, cuir. Responsable de la communication, elle négocie les conventions collectives de l'habillement et de la couture parisienne et bien sûr des comités de groupe français et européens. Sa force militante l'amène souvent à être à l'avant-garde des luttes contre les délocalisations, particulièrement chez Celatec, à Givet. Vous savez, là, il y a eu même un film qui a été fait sur le combat de Celatec. En 2002, elle est élue au Conseil national de son UFR et au bureau de sa fédération. En 2011, elle est secrétaire générale de l'UFR, de cette même UFR. Au congrès de Tours de l'UCR, elle est élue à la CE et au bureau de l'Union confédérale des retraités. Elle est, avec d'autres camarades, à l'initiative de la mise en place du collectif Territoire Coderpa, qu'elle a animé jusqu'à ce congrès. Vous l'avez tous reconnu, je viens de vous présenter Josiane Blanc. Est né d'une famille, là encore, ouvrière de 8 enfants. Il entre en apprentissage à 15 ans comme typographe dans une petite imprimerie de labeur à Montereau, Faux-Yonne, en Seine-et-Marne. Il a fait son service militaire, à croire que les autres ne l'ont pas fait d'ailleurs, les gars, peut-être vous rappeler. Et donc, il a fait son service militaire de 65 à 66, 18 mois en Algérie. De retour au pays, il se marie et embauche dans une imprimerie à Fontainebleau.
où il adhère à la CGT le 1er janvier 1967 à la Fédération des travailleurs du livre, FFTL. Les réunions syndicales ont lieu là le dimanche matin et pratiquement tous les syndiqués sont présents. Selon ses dires, cela impressionne. Il passe avec succès le concours d'entrée à l'imprimerie nationale où il y a embauché le 1er avril 1969. Il devient délégué du personnel de la commandite, plus de 1000 typographes en 1972. Il est délégué syndical à la commission ouvrière spécificité de l'imprimerie nationale de 80 à 88, plus de 2000 salariés. Les ouvriers sont syndiqués, écoutez bien, à 95%. Par contre, les employés y sont très peu et, selon ses dires, le syndicat ne s'en occupe pas déjà. Ensuite, il s'investit au sein du 17e groupe, division régionale de sa fédération. Presque un sacerdoce, on dirait l'armée. Là, il s'occupe de l'organisation, donc maintenant qui est devenue vie syndicale. Au cours du congrès de la FILPAC en 1990, il est élu administrateur trésorier jusqu'en 1999. La FUL, qui gère le complexe de Montreuil et emploie 70 personnes, le sollicite alors pour gérer le personnel, fonction de responsable des ressources humaines qu'il assure de 1999 à 2003. De 2004 à 2006, il retrouve la FILPAC et forme les membres des CE sur la formation professionnelle continue, les CIF et DIF, donc c'est la loi, il m'a tenu à préciser, de 2004. Au début de l'année 2007, il fait valoir ses droits à la retraite de l'imprimerie nationale et Françoise Wagner lui propose alors de reprendre cette activité après Jean-Paul Beer, donc poste d'administrateur et de trésorier, et ceci au congrès de Dijon. Fonction qu'il assume jusqu'à ce jour. Son passe-temps favori, vous le connaissez tous peut-être, c'est le vélo. Son association est également le camping de la FILPAC à Vias. Il s'agit donc, vous l'avez tous reconnu, de Maurice Lecomte. C'est bon, on va y arriver. Elle est née le 1er février 1952. C'est une vraie Titi parisienne. Alors, études BEPC, BEP, diplôme agent administratif, degré de comptabilité, etc. Donc ça veut dire que des diplômes à rallonge. Tous ces diplômes en poche, elle a 19 ans et décide de quitter les bancs de l'école pour aller travailler. En 1971, elle est embauchée comme aide comptable à l'usine métallurgique Ferrodo, bien connue dans la région parisienne. La situation vécue par les employés de ce service, l'injustice qui y règne dans ces entreprises, l'amène à se syndiquer à la CGT, seule organisation syndicale digne de ce nom présente, l'auto-organisation étant un syndicat maison. Elle n'a donc pas le choix, car, pour la petite histoire, et rien que pour emmerder son père délégué CGT de l'entreprise, elle aurait bien choisi une auto-organisation, par exemple la CFDT si elle avait été là. Un jour, elle fait débrayer ses collègues. Vous savez, c'est toujours l'esprit de contradiction. Hein. Ça marche aussi fille-père. Hein. Toi, tu es là et moi, je serai là-bas. Donc un jour, elle fait débrayer ses collègues en solidarité avec les ouvriers de la production en lutte. Les conditions de vie et de travail dans cette usine de la métallurgie sont loin d'être faciles. Pour les employés de la comptabilité, il y a le bruit, l'odeur, font que nombre d'entre elles démissionnent. Chantal sera du lot. Jour anniversaire de l'appel du 18 juin, elle rentre au service comptable d'EDF GDF, toujours à Paris, en 1973. Entreprise à laquelle elle sera rattachée jusqu'à sa mise en inactivité de service, comme on l'a dit pour les agents qui partent à la retraite dans les IEG. En 1975, ses camarades lui demandent de remplacer le trésorier de la section syndicale de son unité, qui est victime d'un accident. Ce qu'elle accepte,
sans pour autant être mandaté par le syndicat. Vous voyez comme quoi il y a des passe-droits. Hein. Cela va aller un moment de faire la petite main, sans lien avec les élus, un jour de colère, de moins un jour de ses colères, parce qu'elle en a eu plusieurs depuis, hein. Elle n'a pas qu'une colère. Hein. Donc elle en a eu marre, elle leur balance la trésorerie sur la table, à partir de là, elle sera cooptée à la CE de son syndicat en 77, congrès du syndicat en 78, elle est élue au bureau et devient permanente à ce moment-là de la CGT. Vous voyez, c'est efficace. Hein. En 82, François Dutheil, alors secrétaire général de la Fédération de l'énergie, la sollicite pour la CE fédérale. Elle lui demande d'être permanente dans la fédération pour s'occuper de l'orga. Petite indiscrétion, vous verrez, elle fait partie de ceux qu'on appelle la bande à Varcholac. Alors j'ai eu un... où c'est qu'il est, Thierry Roy? Il est là? Il est parti? Thierry m'a expliqué les péripéties de l'époque. Et selon leur dire, tous les lundis matins, au garde à vous, dans le bureau de Varchot, on rendait compte ceux qui n'ont pas de bons résultats au tourniquet individuellement. C'est peut-être une méthode qu'on va reproduire. Non, il ne faut pas déconner, c'est notre époque. Donc, qui était Varcholac, qui était secrétaire confédéral, donc à l'époque de l'organisation. Selon ses dires, et confirmé d'ailleurs par Thierry lors d'un excellent repas d'ailleurs, je remercie les camarades cheminots, c'est toute une époque et c'est une école de vie. 2002, le congrès de la Fédération se prépare. Denis Cohen et Frédéric Imbrèche lui proposent de prendre l'animation de l'Union fédérale des retraités. Elle a alors 50 ans. Elle est élue en 2003 au congrès de Biarritz, responsable de l'UFR Mines-Énergie. C'est la plus importante UFR de l'UCR en 2004. Au congrès de Tours, elle est proposée et est élue à la direction. À Dijon, en 2007, elle est élue au bureau avec la responsabilité de la vie syndicale. Son mandat fédéral prend fin en 2010 et elle devient donc permanente à l'Union confédérale des retraités. Après le congrès de Saint-Étienne, je lui demande de rester et de mettre en place une coordination des activités de l'UCR, ce qu'elle fera avec rigueur. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Chantal Petitjean. Donc, chers eux et chers camarades, toutes les militants et les militants que je viens de citer quittent leurs responsabilités à l'Union confédérale, que vous leur aviez confiée à Saint-Étienne ou bien avant. Vous, mes camarades, qui nous transmettez avec confiance le flambeau, soyez assurés de notre reconnaissance. À titre personnel, je vous remercie pour ce que vous avez apporté à notre organisation. Je sais que le nombre d'entre vous auront et seront appelés à d'autres engagements ou responsabilités. Merci encore. À bientôt à Montreuil ou ailleurs. Vive la CGT. Jacques Sanchez. Attendez, il y a un petit moment de protocole, parce que vous doutez bien quand même qu'on ne va pas les laisser partir comme ça. Et l'UCR leur offre l'ensemble, la direction nouvellement élue, mais je pense votre intermédiaire, par votre intermédiaire, on peut le dire comme ça, les organisations de l'UCR-CGT vont leur offrir un petit cadeau particulier parce qu'ils le méritent bien. Ils n'ont jamais rien réclamé. Mais par contre, on leur doit bien ça.
C'est bon. C'est censé,